Camoter la discussion maintenant, ainsi que Steve, mais pour permettre à Marie-Claire de parler. Merci. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une étude portant sur les comportements sexuels à risque et les facteurs prédictifs de non-utilisation du préservatif parmi les usagers de crack dans les départements français d'Amérique. Alors, les départements français d'Amérique, en fait, que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, sont parmi les territoires français les plus impactés par le VIH. Le taux d'incidence du VIH en 2010 dans les DFA était estimé à 59 pour 100 000 personnes années. L'épidémie a tendance à prédominer dans certains groupes vulnérables, tels que les migrants, les HSH, les travailleuses du sexe et les usagers de crack dont on va parler aujourd'hui. Donc les DFA, parallèlement à ça, en fait, les DFA ont une place stratégique dans le trafic de drogue. Ils sont une passerelle intéressante en fait, entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Toutefois, ces dernières années, en fait, au-delà de la fonction de plaque tournante pour la cocaïne, les Antilles et la Guyane sont devenus un marché à part entière et les problèmes d'addiction y vont crescendo. Et le crack, notamment, y a trouvé une place de choix. Le lien justement entre crack et VIH a souvent été décrit dans la littérature scientifique, rapportant des prévalences élevées chez les usagers de crack. Une étude a été faite notamment au XAPA de Cayenne en 2012 et montrait une prévalence de 15% parmi les usagers de crack suivis. L'explication de ce lien réside alors en partie dans les comportements sexuels à risque parmi cette population et notamment par la faible utilisation du préservatif. Donc, différents facteurs associés ont déjà été décrits dans la littérature et en fait, nous, ce qu'on a cherché à savoir, c'est un petit peu ce qui se passait et ce qu'il en était en fait pour les Antilles et la Guyane. Donc voilà, l'objectif de notre étude était donc de décrire les comportements sexuels à risque et l'utilisation du préservatif parmi les usagers de crack de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane. Donc pour cela, en 2012, une étude transversale de type CAP, donc connaissance, attitude et pratique, a été menée dans les 3 départements. Les personnes interrogées donc, devaient avoir, au niveau de la méthode, donc les personnes interrogées devaient avoir 18 ans ou plus, avoir consommé du crack au moins une fois au cours des 3 derniers mois. Donc au total, on a 640 questionnaires qui ont été validés. Le questionnaire comptait 110 questions adaptées de questionnaire BSS. Il avait été traduit en 5 langues et il abordait différentes thématiques telles que l'histoire sexuelle, l'utilisation du préservatif, les comportements sexuels à risque et la consommation de crack notamment. Toujours au niveau de la méthode, les participants étaient interrogés en face à face par des enquêteurs qui avaient été formés à ce type d'enquête. Les enquêtes étaient passées dans des lieux confidentiels, le questionnaire était anonyme et on s'est beaucoup appuyé en fait, sur les associations de lutte contre le VIH et les associations et structures travaillant auprès des usagers de crack pour mettre en place le projet et conduire le projet. Au niveau de l'échantillonnage, donc 2 types d'échantillonnage étaient combinés. Un échantillonnage de convenance au sein des structures accueillant des usagers de crack pour l'essentiel des personnes interrogées. Les 3/4 de l'échantillon a été recruté de cette manière. Et un échantillonnage en boule de neige en dehors des structures afin de toucher les personnes qui ne fréquentaient pas les structures pour 1/4 de l'échantillon. Donc pour en venir au résultat, l'échantillon interrogé était constitué d'une majorité d'hommes, dont l'âge moyen était 38 ans, majoritairement de nationalité française. Donc les personnes interrogées vivaient seules, c'est-à-dire pas en couple, pour les 3/4. La précarité, alors c'est un élément qui est très présent, mais qui s'explique en grande partie par le fait que la majorité des personnes aient été interrogées dans des structures accueillant des consommateurs et qui accueillent plutôt, de manière générale, des profils précaires. Quoi qu'il en soit, on a 1/3 de notre échantillon qui n'avait pas de couverture sociale à jour, 1/3 qui vivait dans un logement précaire et un petit peu plus d'1/3, 37%, qui avaient des difficultés à maintenir leur hygiène corporelle. Concernant la sexualité des personnes interrogées, donc les 3/4 se déclaraient hétérosexuels. Au cours des 12 derniers mois, 46% avaient eu un rapport avec au moins un partenaire, avaient eu au moins un partenaire régulier, 38% avaient eu au moins un partenaire occasionnel et 36% avaient eu au moins un partenaire commercial. Le nombre, toujours au cours des 12 derniers mois, le nombre médian de partenaires parmi les personnes interrogées de 3,5 et 2/3 avaient eu plus d'un partenaire sexuel sur la même période. Donc on voit bien que le multipartenariat est très, très fréquent dans notre échantillon. 71% avaient consommé du crack avant un rapport sexuel le mois passé
19% avaient déjà subi un viol au cours de leur vie, 10% déclaraient des ulcérations et des lésions génitales au cours des 12 derniers mois, 28% des femmes déclaraient des pertes vaginales anormales, et au total, on avait 27%, donc un petit peu plus d'un quart de l'échantillon, qui n'avaient jamais fait de test VIH au cours de leur vie. Donc là, on voit bien qu'il y a un cumul important de risques parmi notre population. En ce qui concerne la non-utilisation du préservatif, elle est assez fréquente parmi les usagers de crack et les différents types de partenaires sont concernés. 64% n'utilisaient pas systématiquement un préservatif avec les partenaires réguliers, 36% ne l'utilisaient pas systématiquement avec les partenaires occasionnels et 32% avec les partenaires commerciaux. À la question « Pourquoi n'avez-vous pas utilisé de préservatif ?» Alors les réponses variaient en fait en fonction du type de partenaire. Pour les partenaires réguliers, c'était plutôt la confiance qui était évoquée dans plus de la moitié des cas. Pour les partenaires commerciaux, c'était pour 22%, ils expliquaient ne pas avoir utilisé de préservatif parce que le partenaire ne voulait pas en utiliser. Et pour les partenaires occasionnels, là, c'était plutôt la consommation de crack et d'alcool qui était avancée. On a un tiers de notre échantillon également qui pensait ne pas pouvoir convaincre un partenaire sexuel d'utiliser un préservatif s'il l'avait initialement refusé. Donc on va le voir tout à l'heure, on va revenir sur ce résultat tout à l'heure, puisque finalement c'est un résultat qui est assez important. Pour repérer donc, les facteurs associés à l'utilisation non systématique du préservatif parmi les usagers de crack, nous avons utilisé un modèle multivarié, donc là c'est un modèle de Poisson modifié. Donc au niveau des résultats, on voit que quel que soit le type de partenaire, le fait de se sentir à risque face au VIH était corrélé avec le fait de ne pas utiliser systématiquement le préservatif. Avec le partenaire régulier, ne pas utiliser systématiquement le préservatif était positivement corrélé avec le fait d'être en couple et négativement corrélé avec le fait d'être multipartenaire. Les facteurs associés avec l'utilisation inconstante du préservatif avec les partenaires occasionnels étaient différents, puisque là, c'était plutôt vivre dans un habitat précaire ou en rue qui était positivement corrélé donc avec le fait de ne pas utiliser de préservatif systématiquement, et le fait de se sentir à l'aise pour demander le préservatif à son partenaire, qui, à l'inverse, était négativement corrélé avec le fait de ne pas utiliser systématiquement le préservatif. On retrouve cette négociation du préservatif avec le partenaire pour les partenaires, avec les partenaires commerciaux. Donc, dans un contexte de multipartenariat et d'antécédents de problèmes génitaux, de recours au sexe transactionnel fréquent et de dépistage insuffisant, l'utilisation inconstante du préservatif représente un risque de diffusion de l'épidémie qui est non négligeable. Donc, les facteurs associés ont été étudiés pour chaque type de partenaire et diffèrent en fait entre les différents types de partenaires, renvoyant en fait à différentes réalités. Avec les partenaires réguliers, le fait d'être en couple était associé avec une plus faible utilisation du préservatif. Et ça s'explique par plusieurs raisons c'est décrit classiquement dans la littérature, et ça s'explique par le fait d'avoir peur de briser la confiance dans son couple, le désir d'avoir un enfant, etc. A l'inverse, le fait d'être multipartenaire était plutôt associé à une plus grande utilisation du préservatif, suggérant en fait par là une conscience des risques associés au multipartenariat. Avec les partenaires occasionnels, c'était plutôt le fait de vivre dans des conditions précaires qui était associé avec une utilisation non systématique du préservatif. Alors ce lien entre précarité et non-utilisation du préservatif a déjà été décrit dans la littérature et trouve son origine en partie en fait, dans un moindre accès aux droits, à la santé et à la prévention des populations précaires, ainsi que dans des prises de risques plus importantes généralement parmi les populations précaires. Enfin, la non-utilisation du préservatif avec les partenaires commerciaux semblait-elle plus liée à une moindre capacité, on va dire, de négociation du préservatif. Et justement, cette capacité à persuader son partenaire à utiliser un préservatif, ainsi que la perception des risques face au VIH, étaient en fait des facteurs qui étaient communs à quasiment tous les types de partenaires. Donc, une perception élevée du risque d'avoir le VIH est associée à une utilisation non systématique du préservatif, donc traduisant par là une certaine conscience des risques pris. Il semble qu'il y ait un gap en fait, entre la perception en fait, de son propre risque d'avoir le VIH et les attitudes préventives qui y sont liées. Donc ça montre qu'effectivement en matière de prévention,
de nombreux facteurs entrent en jeu et qu'il ne suffit pas de connaître les facteurs de risque pour les éviter. C'est souvent un peu plus compliqué. La capacité à persuader son partenaire d'utiliser un préservatif était également un facteur associé à une meilleure utilisation du préservatif avec les partenaires occasionnels et commerciaux. Là, il semble que les personnes qui se sentent capables de négocier ce préservatif l'utilisent plus systématiquement. Donc, c'est ce qui est souvent décrit comme la capacité personnelle perçue et qui a un composant en fait assez important des théories du comportement comme le Health Belief Model ou la théorie sociale cognitive, et qui propose d'utiliser comme levier de changement en fait, la capacité personnelle perçue afin de modifier des comportements de santé. Donc la capacité personnelle perçue, elle peut être affectée effectivement, comme le décrivent Rosenstock ou Bandura dans leurs écrits. Elle peut être effectivement affectée dans des situations comme les situations d'addiction, comme c'est le cas dans notre population, de stigmatisation, comme c'est le cas dans notre population, et de violence, comme on vient de le voir, comme on l'a vu aussi, qui peut être assez commune parmi notre population. Et donc, je vous rappelle le résultat dont je vous parlais tout à l'heure, qu'en fait, un tiers des personnes interrogées dans notre étude ne se sentaient pas capables de pouvoir persuader un partenaire d'utiliser un préservatif. Donc, on voit que ça peut être un levier intéressant à actionner. Donc, notre étude présente un certain nombre de biais, de limites qu'il est important... terminer rapidement. Ouais, c'est la fin, c'est pour ça. Qu'il est important d'évoquer ici. Il s'agit d'une enquête par questionnaire, donc c'est du déclaratif, et effectivement qui comporte un certain nombre de limites, notamment des biais de mémoire et des biais de déclaration. L'échantillonnage qu'on a utilisé est un échantillonnage non probabiliste et qui lui aussi comporte un certain nombre de biais, notamment de sélection. Et dans tous les cas, notre échantillon n'est pas généralisable à l'ensemble de la population des usagers de crack des DFA. L'approche que nous avons adoptée est une approche qui est uniquement quantitative et qui apporte certaines informations, mais qui efface aussi parallèlement de nombreuses subtilités dans la compréhension des résultats. Et donc, il serait intéressant d'avoir une approche qualitative complémentaire afin d'être un peu plus précis en termes d'analyse. Enfin, nous avons fait le choix de regrouper les 3 départements, ce qui est aussi assez discutable puisque chaque territoire possède ses spécificités. Voilà, bon, malgré ses limites, c'est la première enquête du genre dans les DFA et elle permet d'avoir un certain éclairage de la situation, en tout cas d'apporter un état des lieux. Donc pour conclure, ces résultats amènent un certain nombre d'éléments de réflexion sur la prévention du VIH parmi les usagers de crack dans les DFA. Il est possible en fait d'envisager des actions à différents niveaux en actionnant différents leviers. Donc, au niveau individuel, on peut essayer de travailler à la réduction des risques et justement à améliorer cette estime de soi et cette fameuse capacité personnelle perçue. Ce qui pourrait peut-être encourager en tout cas l'utilisation plus systématique du préservatif. Essayer de réduire aussi la stigmatisation de ces populations auprès du grand public permettrait peut-être aussi d'augmenter cette estime de soi et d'aboutir peut-être à voilà, une utilisation plus systématique du préservatif. Au niveau institutionnel, en fait, l'objectif est un peu différent, puisque là, ce serait plutôt de réduire les obstacles liés à l'accès au droit, à la santé, à la prévention des usagers de crack. Voilà, en proposant ce qui avait déjà été discuté tout à l'heure, peut-être des filières spécifiques ou des prises en charge plus globales de ces populations. Voilà, j'ai fini.